On m'avait dit qu'il n'y avait plus de maison où retourner. On m'avait dit que l'amour qui m'avait élevé s'était éteint dans le silence d'un établissement médicalisé, loin du soleil du Texas. On m'avait menti. Et ce mensonge, je l'apprenais enfin, n'était que la première strate d'une trahison si profonde qu'elle avait réécrit toute mon histoire. C'était un après-midi suffocant de septembre à Austin quand je me suis garé devant le vieux ranch familial. Les carillons éoliens sur le porche tintaient faiblement, un son qui signifiait autrefois la sécurité, les limonades glacées et les après-midi d'été remplis des rires de mon grand-père. Aujourd'hui, ce son me semblait étranger, presque creux. Je n'étais pas revenu ici depuis plus d'1 an, non pas par choix, mais parce qu'on m'avait assuré qu'il n'y avait plus personne à visiter. Quand la porte d'entrée a grincé en s'ouvrant, je n'ai pas été accueilli par une étreinte, mais par une voix aussi rêche que la moustiquaire rouillée. Alors, tu as finalement daigné te montrer. Ma grand-mère se tenait là, les yeux perçants, les bras croisés sur sa poitrine. Je me suis figé sur place, ces mots piquant plus cruellement que je ne l'aurais jamais cru. Grand-mère ? Que se passe-t-il ? Ai-je demandé en m'approchant prudemment. Ils m'ont dit que tu étais dans une maison de retraite, que toi et grand-père. Ne prononce pas son nom, m'a-t-elle coupé en levant une main tremblante. Ce seul geste a eu l'effet d'une gifle. Ton grand-père t'a appelé, Elena. Encore et encore, sur son lit de mort. Il n'arrêtait pas de réclamer sa petite scientifique. Mais tu n'as jamais répondu. Tu n'es jamais venu. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix brisée. S'il te plaît, laisse-moi. J'ai vu le numéro qu'il appelait. Elle a hésité un instant, puis a disparu à l'intérieur de la maison. Quand elle est revenue, elle tenait un petit carnet de notes. Les coins étaient usés, les pages légèrement gondolées. Elle me l'a tendu. J'ai reconnu l'écriture de grand-père instantanément, mais le numéro sur la page n'était pas le mien. Loin de là. Ce n'est pas mon numéro, ai-je murmuré. J'ai le même depuis le lycée. Ses sourcils se sont froncés, la confusion remplaçant la colère. Ils nous ont dit que tu l'avais changé en partant à l'université, a-t-elle dit d'une voix plus basse maintenant. Qu'elle ne voulait pas être dérangée, qu'elle voulait son espace. Qu'elle avait honte de nous. Non, ai-je dit en reculant, ma jambe soudainement faible. J'ai attrapé la balustrade du porche pour me soutenir. Grand-mère, je suis rentrée pour les vacances de printemps. Je suis venue ici. Vanessa était là. Elle m'a dit que vous n'étiez pas là, que vous étiez parti. Le visage de ma grand-mère est devenu livide. Nous étions là. Nous avons toujours été là, Elena. De quoi parles-tu ? Ils m'ont menti, ai-je dit, la colère montant dans ma poitrine comme une vague de feu. Ils m'ont dit que toi et grand-père aviez été transférés dans un établissement à Cedar Ridge. Ils ont dit que les visiteurs n'étaient pas autorisés à cause d'une quarantaine. Qu'il valait mieux que je reste à l'écart pour me concentrer sur mes études. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Elle avait l'air d'avoir perdu le souffle. Ils nous ont dit que tu ne voulais pas nous voir, a-t-elle finalement murmuré. Que tu avais une nouvelle vie maintenant, que nous n'y avions pas notre place. Un rire amer m'a échappé, aigu et tremblant. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Ils m'ont coupé de vous intentionnellement. Ils ne m'ont même pas dit que grand-père était malade avant qu'il ne soit trop tard. Ils m'ont dit que les funérailles étaient à 13h aujourd'hui. Je suis arrivée à l'église, et elle était vide. Elle a cligné des yeux lentement, puis s'est assise lourdement sur la balançoire du porche, comme si ses genoux ne pouvaient plus la porter. Les funérailles étaient à 9h du matin, a-t-elle chuchoté. Une terrible prise de conscience s'est peinte sur son visage comme une ombre. Il disait à tout le monde que tu ne t'étais pas présenté. Que tu t'en fichais. J'ai avalé la boule qui s'était formée dans ma gorge. Je n'aurais jamais manqué ces funérailles. Il était le seul à croire en moi. Le porche est devenu flou alors que mes yeux se remplissaient de larmes. Sans réfléchir, je suis tombée à genoux à côté d'elle et j'ai enfoui mon visage sur ses genoux. Pendant un long moment, nous n'avons rien dit. Seul le vent parlait, murmurant à travers les chaînes comme s'il portait des secrets. Il est mort en pensant que je m'en fichais, ai-je sangloté. Nous connaissons la vérité maintenant, a dit ma grand-mère, me caressant doucement les cheveux comme elle le faisait quand j'étais petite.
Nous la connaissons, Elena. Ma grand-mère a essuyé ses propres larmes avec le bord de sa manche, puis m'a regardé avec une détermination d'acier que je n'avais pas vue depuis des années. Le chagrin dans ses yeux n'avait pas disparu, mais il était maintenant teinté de quelque chose de plus tranchant, de plus résolu. Elle s'est levée, a épousseté une poussière imaginaire de sa jupe, puis est entrée dans la maison. Je l'ai suivie, incertaine de ce qui allait se passer. Dans le salon, tout était exactement comme dans mes souvenirs, sauf l'air, il était plus lourd maintenant, chargé de non-dits. Elle a décroché le téléphone de son support mural. Ses doigts tremblaient légèrement en composant le numéro, mais quand elle a parlé, sa voix avait retrouvé cette fermeté inébranlable de mon enfance. « Betty. »« Oui, c'est moi », a-t-elle dit de manière péremptoire. « J'ai besoin que toi, Jacob et Vanessa veniez. Tout de suite. » J'ai entendu une voix étouffée protester à l'autre bout du fil. Ma grand-mère a coupé court avant qu'il ne puisse finir. « Non, ça ne peut pas attendre. Je vous attends dans l'heure. » Elle a raccroché sans dire au revoir. Puis elle s'est tournée vers moi. « L'avocat est en route aussi », a-t-elle dit, sa voix calme, mais en dessous, quelque chose brûlait. « Ton grand-père, il a laissé des choses. Des choses qui doivent être lues à voix haute. Devant tout le monde. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste hoché la tête. Je n'étais pas prête, mais je n'avais plus rien à perdre. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. « Reste dans la cuisine jusqu'à ce que je t'appelle », m'a ordonné ma grand-mère, posant une main douce sur mon épaule. Je me suis assise à la petite table où grand-père buvait son café du matin. À travers le mur, j'entendais leur voix, le ton faussement joyeux de ma mère, la politesse calculée de mon père, le soupir théâtral de Vanessa. Puis le silence, et enfin, la voix claire et tranchante de ma grand-mère. « Veuillez tous vous asseoir. Monsieur Reeves est là pour lire le testament de David. » C'était mon signal. Je suis entrée dans le salon. 3 têtes se sont tournées vers moi. Le faux sourire de ma mère s'est effondré. Le visage de mon père est devenu blanc comme un linge. Les lèvres de Vanessa se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Je pouvais voir les calculs fuser dans leurs esprits. Monsieur Reeves a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse enveloppe. Moi, Walter Dawson, étant sain d'esprit et de corps. La pièce est devenue complètement silencieuse. À ma chère épouse, Hélène Dawson, je lègue notre maison familiale et une provision financière à vie. L'expression de ma grand-mère n'a pas changé. À ma petite-fille, Elena Dawson, je lègue le centre de recherche nouvellement construit au 482 Pine Ridge Lane, y compris tout l'équipement de laboratoire, les droits de propriété intellectuelle sur tous les projets en cours, et les fonds nécessaires pour son développement continu. La tension dans la pièce a craqué. Une inspiration brusque de mon père. Un tic à l'œil de ma mère. Mais c'est Vanessa qui a brisé le silence. « Vous plaisantez ?» Sa voix tremblait de fureur. « Vous lui avez donné le laboratoire ? L'installation entière ? » Monsieur Reeves a continué, imperturbable. « Et finalement, le reste de mes biens, actifs et investissements sera divisé équitablement entre mes 2 petites filles, Elena et Vanessa Dawson. » Vanessa s'est levée si vite que sa chaise a crié contre le plancher. « C'est insensé. J'étais censée tout avoir. » « C'est ce que vous aviez dit », a-t-elle hurlé en direction de ses parents. « Vous m'aviez promis que si je jouais le jeu, si j'agissais comme la petite fille parfaite, tout serait à moi. » Je la regardais, glacée. Il l'avait fait. Mentir et manipuler un homme mourant pour de l'argent. Et elle l'avait fait, volontairement. Mais ma grand-mère n'avait pas fini. « Il y a autre chose », a-t-elle dit froidement, sortant une lettre pliée d'un tiroir. Walter voulait que ceci soit lu aussi. Monsieur Reeves a déplié la lettre. L'écriture de grand-père était audacieuse, ferme. À ma très chère Elena. Si cette lettre est lue, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. Tu as toujours été différente, non pas d'une manière qui nécessitait d'être corrigée, mais d'une manière qui rendait le monde plus riche. Pendant que d'autres cherchaient le bruit, tu cherchais la vérité. Tu étais ma petite scientifique, ma fierté, mon héritage. Un sanglot étranglé est resté coincé dans ma gorge. Je sentais le regard de ma mère me brûler.
J'ai vu la façon dont tu serrais ton petit carnet à 7 ans, notant combien de temps il fallait à la pluie pour remplir un bocal. J'ai vu comment ta joie diminuait à chaque fois que ta mère te repoussait, à chaque fois que ton père changeait de sujet. J'ai regardé, impuissant, comment ton génie les mettait mal à l'aise, parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre. Et pire, parce qu'ils n'ont jamais essayé. Vanessa s'est agitée sur son siège. Maman a croisé les bras. Papa a détourné le regard. Vanessa était toujours plus bruyante, plus facile à féliciter. Ils ont donc tout misé sur elle. Mais toi, Elena, tu as écrit ton propre scénario. Cela demandait un courage que j'admirais plus que tu ne le sauras jamais. Une larme a roulé sur ma joue. Ma grand-mère a tendu la main et a serré la mienne. Tu méritais mieux que ce qu'ils t'ont donné. Pas seulement des choses, mais de la reconnaissance, de la chaleur, de l'espace pour être exactement qui tu es. Et même si je ne peux pas réécrire le passé, je peux m'assurer que ton avenir soit construit selon tes propres termes. C'est pourquoi j'ai construit le laboratoire pour toi. C'est pourquoi j'ai changé le testament. Tu n'es pas une erreur, ma chérie. Tu es un miracle qu'ils n'ont jamais mérité. Monsieur Reeves a replié la lettre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Cela fait 6 ans depuis ce jour. 6 ans que la porte d'entrée a claqué derrière mes parents et ma sœur, leurs pas furieux résonnant comme les derniers vestiges d'une tempête. Je ne leur ai pas parlé depuis. Parfois, leurs noms apparaissent sur mon téléphone, des demandes d'amis via de faux comptes, mais je les supprime sans les ouvrir. Je n'ai pas besoin de leurs excuses, pas quand elles ne naissent que de l'absence. Ils ont fait leur choix, et moi aussi. Le laboratoire que grand-père m'a laissé, mon laboratoire, est devenu quelque chose de réel. Nous l'avons appelé le Centre d'innovation Walter Dawson. Nous nous spécialisons dans les technologies agricoles durables. Des choses qui vivaient autrefois dans les marges de mes projets de foire scientifique trouvent maintenant leur chemin vers des fermes en difficulté. Le mois dernier, sur une scène à San Francisco, j'ai accepté une subvention nationale. Je portais un costume bleu marine et le silence de ma mère comme une armure. Les projecteurs ne m'ont pas aveuglé. À côté de la scène, une photo de Walter Dawson, souriant devant un champ de tournesol. La légende disait, pour les rêveurs qui investissent dans ce que le monde ignore. Je sais que, de quelque part, il a vu ça. Mes amis les plus proches de l'université, Tara et Mika, dirigent maintenant des départements au centre. Nous rions beaucoup. Nous changeons des vies, non pas parce que nous sommes plus intelligents, mais parce que quelqu'un a cru que nous le pouvions. Je ne me demande plus ce que pense ma famille. Leur monde s'est rétréci, tandis que le mien s'est élargi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Hier soir, en réorganisant une vieille étagère de la bibliothèque du laboratoire, cachée à l'intérieur d'un exemplaire usé de la nature des choses, j'ai trouvé une photographie. C'était moi, à peut-être 8 ans, accroupi dans l'herbe derrière la grange, tenant une loupe vers un scarabée. Grand-père se tenait à côté de moi, pointant quelque chose au loin. Nous sourions tous les deux. Au dos, de sa main prudente, il avait écrit « Ma petite scientifique changera le monde un jour ». Je suis restée assise là un long moment, tenant la photo comme un objet sacré. La douleur de sa perte ne disparaîtra jamais complètement, mais elle n'est plus un gouffre. C'est un fondement. Chaque expérience réussie, chaque brevet déposé, chaque agriculteur que nous aidons est une brique que je pose sur cette fondation. Ils ont essayé de m'enfermer dans une boîte, mais mon grand-père m'a donné l'univers. Et en tenant cette vieille photo, je sais maintenant avec une certitude absolue, paisible et inébranlable, qu'il avait raison depuis le début. Le monde était à moi, attendant juste que je le revendique.